Bonjour tout le monde, je m'appelle Clément Ginoux, je suis maître de conférence en psychologie de l'activité physique et de la santé et j'ai spécialisé mes travaux de recherche notamment dans ma thèse et puis un petit peu par la suite sur comment est-ce que l'activité physique et les activités qu'on va faire aussi en dehors du travail peuvent nous aider à améliorer le bien-être professionnel. Et en plus de ça, dans ces dernières années, il y a eu globalement un, un boom un petit peu sur ce sujet-là, sur le sport pour le bien-être au travail, etc. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre à plusieurs questions. Donc normalement, à la fin de ce webinaire, vous serez capable de répondre aux questions que j'ai listées un petit peu ici. Donc qu'est-ce que c'est le bien-être professionnel? Quand on parle d'activité physique, de quoi on parle? Quand on parle de récupération par rapport au travail, à quoi fait référence vraiment la notion de récupération? Aussi, est-ce que l'activité physique, elle permet de récupérer au travail? Est-ce que les preuves scientifiques sont fortes de ce côté-là? Et puis, est-ce que c'est un effet magique? Est-ce que, voilà, juste on pratique plus d'activité physique et boum, on va mieux au travail? Ou est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent un petit peu de comprendre pourquoi et comment ça marche? Et puis après aussi quelques petites précisions sur finalement comment est-ce que au quotidien on peut favoriser sa pratique d'activité physique. Et puis à la fin, une ou deux de perspectives pour vous dire un petit peu sur quoi travaillent les chercheurs en ce moment et puis qu'est-ce qu'on essaye de faire dans nos laboratoires. Voilà. Donc, dans la présentation, je vais présenter plusieurs travaux. C'est issu de collaborations que j'ai avec d'autres chercheurs, donc Sandrine Isoire-Glotter et Philippe Sarrazin, avec qui j'ai réalisé l'ensemble de mes travaux doctoraux et avec qui je collabore toujours. Élodie Leclerc, qui est actuellement en thèse avec moi et sous la direction de Sandrine. Et puis Juriena et Guillaume, avec lesquels je collabore et je vous présenterai certaines de ces études sur la fin. Donc, normalement, vous pourriez attraper votre téléphone portable, puisque vous allez voir, en fait, j'ai mis un petit peu quelques petites questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, vous pouvez prendre votre téléphone portable, vous pouvez soit flasher le QR code, soit tout simplement taper sur un navigateur Internet WooClap, W-O-O-C-L-A-P. Vous allez rentrer sur un site Internet, il n'y a pas besoin de télécharger d'application. Et quand vous allez arriver sur cette page sur votre téléphone portable, vous allez avoir tout en haut un petit bandeau jaune qui va vous demander un code de l'événement. Et donc là, vous pourrez marquer présence, donc P-R-E-S-A-N-S-E. Je vais le faire en même temps avec vous, comme ça je suis sûr que je ne vais pas trop vite et que je vais bien au bon rythme. Donc vous ouvrez n'importe quel navigateur sur votre téléphone. Si certains ont un double écran, ils peuvent aussi le faire sur un navigateur ordinateur, il n'y a pas de souci. Et on va pouvoir passer à la première question. Donc quand vous entrez le code, que vous mettiez des majuscules ou pas de majuscules, ça n'a pas d'importance. On vous demande de taper potentiellement un pseudo, ça n'a pas forcément d'importance non plus. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et donc du coup, je vais passer à la slide suivante, qui va nous permettre de démarrer sur la première question. Donc la première question, c'est finalement qui m'intéresse un petit peu moi, c'est pourquoi est-ce que vous êtes venu ce soir? Pourquoi est-ce que vous vous êtes connecté à ce webinaire? Donc là, vous pouvez taper un mot-clé, plusieurs mots-clés, des bouts de phrases. Ça va s'afficher et puis ça va récupérer les mots-clés pour pouvoir en former des phrases, des nuages de mots. Ce qui me permettra un peu mieux de comprendre pourquoi vous êtes là ce soir. Ok, donc on a la notion de QVT, l'activité physique, la prévention, l'information, la santé, les bénéfices que ça peut apporter, l'entreprise en plein milieu bien sûr. Donc effectivement, je vous confirme, ce dont on va parler ce soir, ça s'ancre bien au niveau de l'entreprise ou du moins du travail. Concentration, efficacité, ok. Ok, super. Bon, et ben écoutez, ça me permet de savoir un petit peu, d'être sûr que vous êtes au bon endroit et apparemment ça a l'air d'être le cas. Donc je vais revenir un petit peu sur la notion du bien-être pour recontextualiser un petit peu les choses. En fait, quand on reprend la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, quand on parle de la santé mentale, on va faire référence d'une part à tout ce qui va être l'absence de troubles psychologiques, l'absence de troubles psychiatriques, dépression, anxiété, troubles anxieux, etc., etc. Mais on y trouve aussi la notion d'un état de bien-être. Et c'est cet état de bien-être qui va nous intéresser. Donc finalement, quand on parle de bien-être, en fait, c'est quelque chose qui est à l'intérieur d'un grand chapeau qui s'appelle la santé mentale.
Et cet état de bien-être, finalement, l'OMS le définit comme quelque chose qui va permettre à chaque individu de réaliser son potentiel, de faire ce qu'il a envie dans la vie, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Finalement, c'est une définition assez large. Je vais essayer de creuser encore un petit peu pour qu'on arrive à mieux cerner cette notion de bien-être et surtout la notion de bien-être professionnel. Quand on parle de bien-être, on a une dimension très générale. On dit finalement, j'ai un niveau de bien-être très élevé, un niveau de mal-être très élevé, mais c'est plus global. Et en fait, le bien-être, il peut être catégorisé en plusieurs dimensions. On peut avoir le bien-être qui va être lié au travail, on peut avoir un niveau de bien-être dans les loisirs. Par exemple, moi qui suis pratiquant de football encore un petit peu, j'ai un niveau de bien-être lorsque je suis dans mon club de foot, avec mon équipe de foot, etc. J'ai aussi un niveau de bien-être lorsque je suis avec ma casquette de chercheur en train de faire des conférences en tant qu'enseignant. Et puis, on peut aussi avoir des niveaux de bien-être qui vont être un peu plus dans d'autres secteurs de la vie, la famille, les amis, etc., etc. Donc, en fait, on pourrait dimensionner un petit peu le bien-être. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est un petit peu plus les sous-branches du bien-être au travail. Et là-dedans, on va y distinguer deux types de bien-être. On va y distinguer un bien-être qu'on appelle hédonique, qui renvoie beaucoup aux humeurs et aux émotions. Et dans ce bien-être hédonique, on va pouvoir retrouver certains indicateurs positifs qui vont nous permettre de dire qu'on a un bien-être hédonique assez élevé. Parmi ces indicateurs, on va retrouver ce qu'on appelle la satisfaction au travail, le fait de vivre des affects, des émotions positives au travail, ou encore ce qu'on appelle la vigueur, et qui est plus connu dans le domaine francophone comme l'engagement au travail. Par exemple, je vous ai mis un exemple d'un item de questionnaire qu'on utilise. J'ai le sentiment d'avoir la pêche, d'avoir l'énergie au travail. Et puis, on va avoir de l'autre côté des indicateurs qui sont plus négatifs. Là, par contre, on va avoir des émotions qui vont être connotées plus négativement. On peut avoir des dépressions qui ont leur origine dans le contexte professionnel. Et puis, on a le fameux burn-out, épuisement professionnel. Burn-out et épuisement professionnel, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'il y a un mot anglais et un mot français. Et donc, du coup, un exemple finalement des questionnaires de burn-out qu'on utilise dans nos recherches, c'est lorsqu'on va dire « je me sens épuisé par mon travail ». On a une deuxième branche du bien-être qui est le bien-être eudémonique. Le bien-être eudémonique, il est sur des périodes de temps beaucoup plus longues et il va englober non pas forcément des affects, des ressentis de l'individu, mais plus des cognitions et des pensées sur finalement comment est-ce que je me sens par rapport au but de vie, aux objectifs de vie que je me suis fixés et à comment je suis dans mon entourage. Est-ce que j'ai de l'autonomie? Est-ce que j'ai du contrôle? Est-ce que j'ai des relations épanouissantes, etc., etc. Donc là, on va encore avoir des indicateurs positifs. C'est quelque chose auquel on s'attache beaucoup en psychologie, pas seulement des indicateurs négatifs, mais aussi des indicateurs positifs. On va avoir le niveau d'autonomie, les relations positives, l'estime de soi, alors, les estimes de soi, puisqu'il y a plusieurs étages dans le concept de soi. Mais un exemple finalement d'item qu'on en voit par exemple dans nos études, c'est je me sens libre de faire les choix sur la façon dont je veux faire mon travail. Voilà. Là, on renvoie à l'autonomie. Et puis, on a aussi des indicateurs qui sont plus négatifs, comme le sentiment de contrôle, le sentiment de ne pas avoir la possibilité de faire un petit peu les choses comme on veut, etc., même si on trouve ça un peu bête. Et puis, on peut aussi avoir des relations négatives, conflictuelles, des conflits de rôle, pas très bien comprendre où sont les limites de son travail, etc. Un exemple, c'est j'ai des relations tendues avec mes collègues de travail. Donc là, finalement, vous avez une vision un peu plus générale du bien-être. Et lorsqu'on va s'intéresser au bien-être professionnel, on va dans un premier temps s'intéresser à des indicateurs du bien-être hédonique, donc ceux qui sont ici sur la gauche de l'écran. Et ce bien-être hédonique, il est en lien avec le bien-être eudémonique. Si j'ai un bien-être hédonique qui est élevé longtemps au cours du temps, il y a de grandes chances qu'il vienne nourrir un bien-être eudémonique. Et inversement, si j'ai un bien-être eudémonique qui est très bas, eh bien, il y a de grandes chances qu'avec le temps, ils viennent contaminer un petit peu mon bien-être hédonique et que mes journées soient de moins en moins plaisantes. Voilà. Petite information, vous aurez accès au diaporama à la suite de ce webinaire et je vous ai mis toutes les références scientifiques complètes en bas de toutes les slides, puisque c'est quelque chose auquel on s'attache beaucoup en tant que scientifique, de bien citer toutes nos sources. Donc finalement, quand on s'intéresse aux indicateurs du bien-être et qu'on regarde la littérature scientifique, il y en a majoritairement deux qui sont utilisés. Le burn-out, l'épuisement émotionnel, et la vigueur ou l'engagement professionnel. C'est ces deux-là qui sont les plus utilisés dans la littérature et c'est ces deux-là dont je vais majoritairement parler là dans ma présentation, mais après, si vous le voulez, on pourra revenir sur d'autres indicateurs.
Le burn-out, finalement, on en parle beaucoup, mais on va essayer de remettre quelques chiffres un petit peu là-dessus, même s'il est très difficile de mettre des chiffres sur le burn-out, parce que le burn-out n'est pas encore reconnu comme une maladie professionnelle selon les classifications des maladies professionnelles. C'est reconnu comme un trouble potentiellement associé à des contextes particuliers tels que le travail. Mais on a des études qui existent. Par exemple, on a la mission parlementaire sur le burn-out qui a été conduite en 2016 et qui a mis en évidence à peu près 500 000 cas de burn-out par an, reconnus par des arrêts maladie, etc. On a le ministère au Travail qui, en collaboration avec le ministère de la Santé, a défini le plan de santé au travail 2021 jusqu'à 2025, je crois. Et donc, le burn-out y occupe une place prépondérante. Et puis, il y a aussi l'Union européenne qui fait des rapports régulièrement. Donc, elle en avait fait un en 2008, elle en a refait un en 2018, où elle interroge un petit peu à travers des enquêtes qui ont été conduites dans les ministères, dans les instances gouvernementales, par des cabinets, etc., ou par la littérature scientifique, pour essayer d'avoir un petit peu une idée, un baromètre de ce niveau de burn-out. Et donc, du coup, dans le rapport de 2018, ils ont dit qu'un travailleur sur 5, donc 20%, des travailleurs européens avaient déjà fait l'expérience d'un burn-out. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient encore en burn-out, mais c'est qu'ils avaient fait l'expérience d'un burn-out ou qu'ils l'étaient encore dedans. Donc ce burn-out, finalement, on en entend beaucoup parler. Et surtout, il est repris dans plusieurs contextes. On parle de burn-out parental, on parle de burn-out sportif, on parle de burn-out familial, on parle de burn-out professionnel, etc. Et avant d'aller plus loin, je voulais savoir un petit peu, pour vous, qu'est-ce que c'est le burn-out? Donc là, vous pouvez reprendre votre téléphone. Et normalement, vous avez une nouvelle question qui va s'afficher, qui vous propose, finalement, qu'est-ce que c'est le bien-être au travail pour vous? Je vais passer à la diapo d'avant. Hop. Et voilà, normalement, là, vous devriez pouvoir voter sur votre téléphone. Et donc, du coup, vous pouvez mettre avec quelques mots ce à quoi ça fait référence pour vous le burn-out. Ok, donc là, on a pas mal de mots-clés qui ressortent régulièrement quand on parle de bien-être. La notion de motivation sort beaucoup. Effectivement, j'y reviendrai peut-être par la fin, mais la motivation, c'est un des indicateurs principaux du bien-être eudémonique quand c'est lié au domaine professionnel. Ce dont je vous parlais un petit peu, c'est l'autre phase, l'autre forme de bien-être qui évolue un peu moins rapidement. Voilà. On peut avoir des niveaux de burn-out et de vigueur qui évoluent sur des échelles de temps plus ou moins courtes, qui vont beaucoup fluctuer d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Lorsqu'on va réfléchir en termes de satisfaction de nos besoins psychologiques, de la motivation, etc., c'est des choses qui bougent un petit peu moins sur des périodes courtes et qui vont bouger sur des périodes de temps un peu plus longues. On a la notion d'épanouissement, donc effectivement, ça aussi, c'est la notion du bien-être démonique, le fait de pouvoir s'épanouir. En anglais, ils ont le mot flourishing. Flourishing, mon accent anglais n'est pas très bon. Ok, et donc du coup, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, on va essayer de définir un peu mieux le burn-out professionnel. Donc, dans la littérature sur le burn-out professionnel, il y a finalement plusieurs auteurs qui sont intéressés à caractériser ce trouble. Une des définitions qu'on entend beaucoup, c'est celle de Maslach. Donc, c'est Christina Maslach qui a mis en place cette définition déjà dans les années 1981. Donc, vous voyez, le burn-out, finalement, l'épuisement professionnel, ça fait un petit moment qu'on sait que ça existe et qu'on voit que ça monte. Mais il y a une définition qui est un peu plus intéressante, c'est celle de Chirom en 2003, parce que finalement, elle se centre un petit peu plus sur ce qui est vraiment le burn-out, alors que la définition de Maslach, qui est la plus utilisée et celle qui est parfois utilisée dans la médecine du travail, elle s'intéresse aussi aux conséquences que peuvent avoir le burn-out. Donc Chirom, en fait, il a défini le burn-out comme une réaction affective, donc ça renvoie vraiment à des processus affectifs et à du bien-être hédonique, face à un stress permanent, où on parle aussi, la traduction anglaise est un peu complexe, mais on pourrait aussi parler d'un stress chronique. Et en fait, le cœur principal de cette réaction affective, c'est l'épuisement progressif dans le temps des ressources énergétiques intrinsèques des individus. En fait, Chirom s'appuie sur l'idée que finalement, chaque individu a 3 types de ressources intrinsèques énergétiques primordiales. Des ressources émotionnelles, des ressources cognitives et des ressources physiques. Et finalement, le burn-out, ce serait un épuisement de ces 3 ressources chez l'individu.
On a par exemple l'épuisement émotionnel, c'est lorsque l'individu va avoir le sentiment de ne pas avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir s'investir dans des relations avec d'autres personnes au travail, faire preuve d'empathie, etc., pour pouvoir mieux réguler, mieux comprendre, mieux identifier les émotions des autres, etc., etc. On va aussi avoir une fatigue physique qui va être assez importante, avec un sentiment de fatigue, de manque d'énergie dans l'exécution de ces tâches quotidiennes, et ça peut même déborder dans la vie en général. On va par exemple avoir de la difficulté à se lever le matin, on va avoir de la difficulté à monter les escaliers s'il faut, peut-être aller se déplacer à l'autre bout du couloir va être finalement une dépense d'énergie, un sentiment très très important, ça va être difficile à faire, etc. Alors que d'habitude, ce n'était pas le cas. Et puis, on va aussi avoir ce qu'on appelle la lassitude cognitive. Lassitude cognitive, c'est finalement lorsque l'individu il va avoir certaines difficultés pour se concentrer, pour mobiliser rapidement ses capacités intellectuelles. Par exemple, switcher d'une tâche à l'autre, avoir besoin d'une certaine mémoire de travail, avoir besoin de passer d'un écran, d'une application à l'autre, avoir besoin de calculer des choses de tête, etc., etc. J'avais par exemple un collègue qui était dans le bâtiment qui me disait, en fait, j'arrive plus à réfléchir lorsque je dois faire du calcul mental, alors que c'est quelque chose qu'il fait dans son quotidien. Et de l'autre côté, on a finalement un autre indicateur qui est la vigueur, aussi défini par Chirom en 2005, qui n'est pas l'exact opposé. Ce n'est pas parce qu'on a un haut niveau de vigueur qu'on a un très faible niveau de burn-out, mais c'est plus que quand l'un a tendance à augmenter, l'autre a tendance à diminuer, pas forcément tout de suite, mais un peu plus tard dans le temps. D'ailleurs, il y a une jolie faute d'orthographe à vigueur, il faudra que je la corrige. La vigueur, finalement, ça va être la sensation de posséder un niveau optimal de ressources énergétiques, ces trois ressources-là. Ce qui est bien important dans cette définition, et ce sur quoi il insiste, c'est le niveau optimal. Ça ne veut pas dire que c'est le niveau maximal, mais c'est que c'est le niveau optimal pour pouvoir répondre à ces contraintes professionnelles. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui, j'ai un collègue, le même collègue qui était dans le bâtiment, il va avoir besoin d'avoir des ressources physiques qui vont être importantes, il va besoin d'avoir des ressources cognitives qui sont finalement assez importantes, mais les ressources émotionnelles, finalement, au jour le jour, dans les tâches qu'il a à faire, ce n'est pas celles qui sont les plus importantes. Donc, par exemple, pour lui, ce n'est pas grave s'il a des ressources émotionnelles qui sont finalement assez basses, tant qu'il a des ressources cognitives et des ressources physiques assez élevées. Moi, en tant qu'enseignant, c'est plutôt l'inverse. J'ai plutôt besoin d'avoir des ressources émotionnelles assez élevées pour pouvoir faire preuve d'interaction avec mes élèves, mes collègues, etc. Et des ressources cognitives, puisque mon travail est essentiellement cognitif, mais je suis quelqu'un de très sédentaire et je suis très souvent assis derrière une chaise et à part mes doigts qui bougent sur un clavier, il n'y a pas forcément beaucoup de besoin de ressources cognitives. Donc la vigueur, ça va représenter cet état affectif que les individus vont associer à leur travail et ça renvoie à ce qu'ils vont faire spontanément. Donc l'énergie émotionnelle, c'est le sentiment d'avoir la capacité de s'investir dans des relations sociales, de faire preuve d'écoute, d'empathie, de pouvoir réguler, identifier les émotions des autres. La forme physique, posséder un niveau d'énergie élevé dans les tâches quotidiennes qu'on peut avoir au travail. Et la vivacité cognitive, c'est le sentiment qu'on réfléchit super vite. On a des fois un peu l'impression d'être dans ces films comme Limitless ou ces séries un petit peu où les gens sont super intelligents et pof, 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 on arrive à réfléchir super vite. Ça témoigne d'une vigueur cognitive, d'une vivacité cognitive très, très élevée ce jour-là. Et finalement, quand on reprend la définition du stress, ça renvoie un petit peu à cette notion de burn-out. Parce que Chirom, il a indiqué dans cette définition du burn-out que c'était finalement un état affectif en réponse à un stress dit chronique. Donc, ça nous demande de redéfinir bien ce que c'est le stress. Le stress, finalement, ça va être un déséquilibre, dans le cadre du domaine professionnel, entre d'une part les demandes professionnelles, c'est-à-dire ce qu'on va me demander, les contraintes, il y a le mot-clé contrainte qui est sorti tout à l'heure, et puis aussi les ressources professionnelles que je vais avoir à ma disposition. Mais là, quand on parle de ressources, ce n'est pas les ressources individuelles dont on parle, c'est vraiment les ressources professionnelles qui sont dans l'environnement de travail. Donc, dans les ressources professionnelles, on va peut-être avoir des ressources qui sont plus sociales, le soutien des collègues, le soutien de la hiérarchie, les feedbacks constructifs de la part de ses clients, ses patients, ses collègues, etc., etc. Mais on va aussi avoir des ressources qui sont un petit peu plus organisationnelles. Globalement, on va peut-être avoir une forte autonomie dans la liberté de pouvoir dire je fais mes tâches comme je le souhaite, quand j'ai envie de le faire, etc. Et je peux m'organiser, je suis malléable. On parle d'une latitude décisionnelle. On a aussi peut-être une variété des tâches qui est importante. Je ne fais pas toujours les mêmes tâches, pas toujours dans le même ordre, et je peux choisir un petit peu quelle tâche je fais d'abord. Et puis aussi des opportunités de développement. Je ne suis pas dans exactement toujours les mêmes tâches dans le temps, mais j'ai aussi la possibilité d'apprendre, de passer des formations, de développer de nouveaux outils, d'utiliser de nouvelles compétences, etc., etc. Et on regarde ça, on a des demandes professionnelles
qui sont plus ou moins larges. Je n'ai pas une liste exhaustive ici, mais on a souvent la surcharge de travail, d'accord, qui va être quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on a trop à faire de travail par rapport à ce qu'on pourrait faire. On a des tâches cognitives qui peuvent être très, très complexes, avec des choses vraiment où il faut faire preuve de beaucoup de réflexion. Et dès qu'on entend quelques bruits autour de nous, par exemple, ça nous empêche de réfléchir. Nous, chercheurs, quand on fait des stats, on s'isole complètement et on reste chez nous en général parce que c'est des tâches cognitives qui sont un peu complexes. Et puis, on va avoir des tâches qui vont être émotionnellement très difficiles lorsqu'on va peut-être avoir des clients qui vont être mécontents ou à l'inverse, on va avoir des conflits avec des collègues ou un manque de reconnaissance de la part de sa hiérarchie ou un sentiment d'inéquité, d'injustice organisationnelle. Donc ça, finalement, lorsqu'on va avoir plus de demandes que de ressources professionnelles, on va avoir un état de stress. Et en fait, ce qui est dans le burn-out, c'est comment est-ce que notre organisme réagit face à cet état de stress. Et ce qui se passe, c'est que finalement, pour essayer de rétablir un peu cet équilibre entre les demandes et les ressources, l'employé, il va investir de ses billes personnelles. Il va investir ses ressources énergétiques personnelles, physiques, émotionnelles ou cognitives. Et finalement, cet engagement-là de ressources personnelles dans un état de stress, c'est quelque chose qui, à court terme, est possible de compenser. Et c'est même un processus normal d'investir des ressources personnelles dans le travail qui s'ensuit d'une période de récupération. C'est ce qui nous permet d'avancer et de monter un petit peu. Dans le domaine du sport et dans le domaine de l'entraînement, on va par exemple dans le cas du foot, par exemple, on va demander de faire des tâches où on va développer le foncier, le cardio. On va demander à un sportif de s'engager dans une tâche qui va lui demander d'investir des ressources physiques, etc., de se concentrer, de gérer ses émotions qui peuvent être difficiles parce que la tâche est difficile. S'ensuit une période de récupération et c'est ce qui lui permet de progresser. Donc finalement, cet investissement à court terme de ressources énergétiques, physiques, émotionnelles et cognitives, il n'est pas forcément problématique. C'est même le propre de l'accomplissement professionnel. Par contre, c'est que si sur le long terme, on surutilise ou on surinvestit ces ressources, là, c'est problématique. Parce que l'employé, il va épuiser toutes les ressources personnelles qu'il va avoir dans le cadre de son travail et la récupération, elle peut être incomplète. Il faut imaginer ça un petit peu comme un système de vases communicants de nos trois ressources et il est possible qu'on investisse certaines, donc certains vases vont diminuer, mais après, si on a assez de temps pour récupérer, et c'est la deuxième partie de la présentation, on verra comment et pourquoi on peut mieux récupérer, et ben on essaye de re-remplir ces vases pour se préparer à les réinvestir par la suite. Le stress professionnel, la problématique, c'est que s'il est important et qu'il est prolongé, alors il devient impossible de récupérer complètement. Parce que si j'ai des tâches cognitives, émotionnelles, des conflits qui puisent énormément dans mes vases de ressources cognitives, de ressources émotionnelles, et qu'en plus de ça, j'ai une charge de travail très importante avec des horaires qui débordent, etc., j'ai mes ressources physiques qui vont diminuer. Et si ce processus d'épuisement, d'utilisation des ressources, il est renouvelé chaque jour sans que l'on puisse remplir, alors on a le début d'un processus d'épuisement professionnel. Et on parle on dit burn-out, on dit épuisement professionnel, mais nous, on préfère parler de processus d'épuisement professionnel parce que ça permet de distinguer deux choses. Le fait de commencer à épuiser de façon chronique et de jamais re-remplir à fond ses ressources jusqu'à petit à petit, épuiser de plus en plus ses ressources. Et finalement, plus on épuise nos ressources, plus on peut le caractériser par une augmentation du burn-out. C'est ce processus d'épuisement. Plus nos ressources diminuent, plus notre état d'épuisement professionnel augmente au cours du temps. Et lorsqu'on parle de burn-out dans la littérature, on parle souvent de cracking. Le cracking, c'est le moment où tout pète, c'est-à-dire qu'on est arrivé tellement bas dans l'épuisement de nos ressources que ça pète. Soit on n'arrive plus à se lever le matin, soit on craque complètement émotionnellement au travail, soit on n'arrive plus à réfléchir. On a des gens qui ont le cerveau, parce qu'ils l'ont trop sollicité, qui bug, ils perdent la vision, ils perdent le goût, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la phase de cracking, c'est-à-dire que là, c'est déjà trop tard. Voilà, et on ne peut plus stopper le processus. Donc, une question que je voulais vous poser, à votre avis, en premier lieu, sur quoi on pourrait agir pour limiter le burn-out et donc favoriser la vigueur? Donc là, vous avez plusieurs possibilités de réponse. Je vous invite à choisir celles qui vous paraissent les plus justes. De mémoire, vous pouvez en choisir une ou plusieurs. Donc, vous pouvez reprendre votre téléphone et donc là, vous pouvez indiquer celles qui vous paraissent. Oui, vous pouvez indiquer plusieurs réponses, c'est écrit en haut. Et ensuite, à la fin, vous appuyez sur Valider. Donc, j'avais oublié de le dire, mais c'est totalement anonyme.
Ok, donc si on regarde un petit peu les réponses, on en a deux qui sont justes par rapport à ce que je viens de vous dire. Le stress professionnel, il prédit le burn-out, d'accord? Donc, en évaluant le niveau de stress professionnel et surtout est-ce qu'il dure dans le temps, on va pouvoir prédire l'apparition et l'augmentation du processus de burn-out. Par contre, le stress professionnel et le burn-out, c'est pas la même chose, d'accord? Le stress professionnel, c'est vraiment l'état de déséquilibre entre les ressources et les demandes au travail. C'est pas parce qu'on a un stress professionnel qui est élevé qu'on va nécessairement développer un burn-out. Le stress, c'est pas un symptôme. Au final, c'est vraiment une mesure d'une situation qu'on peut avoir. On peut ressentir un état de stress, mais finalement, le stress, c'est quelque chose d'assez binaire sur la balance. Le stress professionnel prolongé, il conduit au burn-out. Et le stress, c'est forcément négatif ou néfaste. Ça, c'est un petit peu un teasing. C'est pas forcément le cas, puisque des fois, on peut avoir plus de ressources que de demandes. Il est aussi possible de parler de stress positif, où on va plutôt parler de déséquilibre en faveur du travailleur. C'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup plus de ressources dans sa situation de travail pour faire face aux demandes et donc il va moins investir des ressources personnelles. Et donc un deuxième sondage, donc c'était la question que je vous posais à la base, j'ai oublié que j'avais mis une petite slide pour être sûr que vous avez bien suivi. Donc là, à votre avis, sur quoi on peut principalement agir pour limiter le burn-out et favoriser la vigueur quand on est dans un contexte professionnel? Donc là encore, vous avez plusieurs possibilités de réponse. Bon, j'ai 13 personnes qui ont répondu la 3, c'est que globalement, tout le teasing que j'ai fait avant n'a pas trop mal fonctionné. Donc là, la 3 n'est pas la seule réponse possible, d'accord? Effectivement, si on veut essayer de limiter le burn-out et de favoriser la vigueur, eh ben, diminuer les demandes professionnelles, c'est une bonne idée, puisqu'on va rééquilibrer cette balance. Augmenter les ressources professionnelles, c'est aussi une bonne idée, puisque ça va permettre de rééquilibrer, voire de faire passer cette balance de l'autre côté. Adapter les demandes aux capacités de chaque travailleur, c'est aussi possible. Donc, c'est un pan de la littérature que moi, je n'ai pas investigué, mais que du coup, j'ai lu dans mes travaux. C'est aussi beaucoup ce qu'on va appeler le job crafting. Donc, on va proposer au travailleur, lui qui a une meilleure connaissance de sa tâche, de modifier ses caractéristiques, ses ressources et ses demandes professionnelles de façon à ce que ça corresponde mieux à ce qu'il est en capacité de faire. On peut aussi faire évoluer les compétences des travailleurs pour mieux répondre aux demandes, une montée en compétences, on parlait tout à l'heure d'opportunités de développement, mais celle qui va dans un premier temps être la plus intéressante, c'est favoriser le mécanisme de récupération des ressources. Avant de commencer de se dire qu'il faut diminuer les demandes, augmenter les ressources, adapter les demandes, faire évoluer les compétences, on peut déjà se questionner si on a assez de capacité de récupération des ressources. Quand on s'intéresse à la récupération dans le domaine professionnel, on tombe sur deux personnes qui sont Madame Gertz et Madame Solentag, qui sont ici en photo toutes les deux, et qui ont intégré les apports théoriques de ce que peuvent apporter des modèles un peu plus liés à la physiologie, à la biologie humaine. Donc, c'est les efforts qu'on appelle Effort Recovery Model et puis la charge allostatique, pour définir finalement la notion de récupération pendant le temps libre par rapport au travail. Et elles ont défini la récupération comme un processus de décompression psychophysiologique qui est à l'opposé de l'activation des systèmes psychophysiologiques pendant une dépense énergétique, en particulier dans des conditions stressantes. C'est un gros charabia, mais finalement, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué avant, ce n'est pas forcément très compliqué à comprendre. Surtout si on repart à l'inverse. On part du bas de la phrase, les conditions stressantes, ça veut dire qu'on est dans un état de stress professionnel. Et à l'opposé de l'activation des systèmes psychophysiologiques, finalement, comme on l'a vu, l'individu, il va déployer des ressources cognitives et émotionnelles, donc des systèmes psycho, et aussi physiques, donc physiologiques, et qui va avoir une dépense énergétique. Donc ça veut dire que quand on a un état de stress, les gens vont dépenser leurs ressources cognitives, émotionnelles et physiques. Et la récupération, finalement, c'est le processus où on va arrêter de solliciter ces ressources-là pour faire en sorte de leur permettre de se régénérer. Voilà, tout simplement. Mais je vous ai mis la définition scientifique par volonté d'exactitude. Pour vous expliquer un petit peu un processus complet de récupération, on a un employé avec ses trois ressources, cognitives, émotionnelles et physiques. Il a des tâches professionnelles qu'il va faire. Va s'en suivre une certaine fatigue à la fin de la journée, sur la droite ici.
Et du coup, si on a ici une récupération qui permet d'avoir assez de temps et qui permet bien à nos 3 ressources de se régénérer, on revient à l'état de base. On dit ici que le processus de récupération est complet. Celui-là, il n'est pas problématique lorsqu'on est face à un état de stress professionnel parce que l'employé a le temps de récupérer. Et c'est même quelque chose qui est assez ingénieux de pouvoir proposer un stress professionnel raisonnable, mais en grande partie négatif, qui va demander à l'employé de développer et d'investir de l'énergie avec une récupération qui est suffisante. Et dans ce cas-là, on va pouvoir arriver à se développer et faire les tâches du mieux possible. La problématique, c'est lorsque le résultat le processus de récupération, il est incomplet. On a toujours notre employé avec ses 3 ressources qui va s'investir dans des tâches et qui va être fatigué. Par contre, le soir, il ne va pas être capable de se régénérer complètement. Et donc, du coup, le lendemain, il va revenir au travail avec un niveau de ressources qui ne va pas être complètement revenu à 100%. C'est le petit bonhomme branché sur mécanisme là. Le mécanisme, il n'a pas été remonté. Et donc, du coup, il va se réinvestir quand même, parce qu'il faut retourner au travail, dans ses tâches. Et finalement, si ce cercle, il se répète, à un moment donné, hop, on met le clignotant à droite et c'est le burn-out. Donc maintenant que vous avez bien compris à la fois ce qu'est le burn-out, ce qu'est la vigueur, ce qu'est le stress professionnel, comment ça prédit ces 2 états, et puis aussi quel est le rôle déterminant de la récupération, on va arriver à notre notion de sport, d'exercice et d'activité physique. Mais avant ça, j'aimerais qu'on soit un petit peu plus au clair sur qu'est-ce qu'on entend par sport, par activité physique et par exercice. Donc, si vous reprenez votre téléphone ou votre ordinateur, vous avez un nouveau petit sondage. Et là, vous avez les 3 termes, activité physique, exercice, sport. Et vous avez 3 définitions qui sont proposées. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de relier le bon terme à la bonne définition. OK. Donc, si on regarde bien, le sport, vous l'avez globalement bien défini. Le sport, vous avez dit que c'était un ensemble d'exercices où on doit respecter des règles et que ça peut être aussi une pratique orientée vers la compétition. OK, parfait. Par contre, il y a une petite confusion entre activité physique et exercice. En fait, l'activité physique, quand on parle d'activité physique, c'est tout mouvement corporel induit par les muscles squelettiques qui requiert une dépense énergétique. Donc, si on caricature, là, par exemple, quand je suis en train de faire ce webinaire et vu que, je ne sais pas si j'ai du sang italien, mais je parle beaucoup avec mes mains, je vais bouger mes membres. Donc, je suis en train, au sens physiologique du terme, de réaliser de l'activité physique. Et quand on parle d'exercice, c'est lorsqu'on va pratiquer des exercices physiques de façon structurée, répétitive, planifiée, avec l'intention d'améliorer des capacités ou des compétences. Par contre, il n'y a pas forcément la notion de règle et d'orientation de compétition. Si on va courir régulièrement, je ne sais pas, 2 fois par semaine, on va courir un petit peu autour, etc., tout ça et tout, et bien finalement, c'est de l'exercice. C'est un petit peu planifié, c'est structuré, on cherche à maintenir ou développer certaines capacités ou compétences. Moi, ce dont je vais vous parler par la suite, c'est un petit peu un mix entre l'activité physique et l'exercice. Moi, je vais vous parler d'activité physique régulière. C'est-à-dire lorsqu'on va avoir des mouvements corporels qui vont produire une dépense énergétique, d'accord, mais qui vont être pratiqués régulièrement et qui sont en lien avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire arriver sur une semaine à avoir au total un temps d'activité physique modéré. Donc modéré, c'est par exemple marcher pour promener son chien, faire le ménage, etc., etc. Vigoureuse, aller en vélo au travail, aller faire un footing, etc. Ou très, très vigoureuse, des activités comme, par exemple, aller jouer au foot avec des copains, faire du crossfit, etc., etc. Et donc, du coup, c'est cette activité physique modérée, vigoureuse, très vigoureuse, régulière, pour qu'on arrive à atteindre 150 minutes d'activité physique régulière par semaine pour atteindre un peu les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Bien. Donc maintenant, si on revient un petit peu sur notre notion entre la relation activité physique et bien-être au travail, bon, globalement, quand on s'intéresse aux recherches scientifiques qui existent, on observe qu'à court terme, quand on regarde en même temps et qu'on fait une photographie à un instant T d'un ensemble de personnes, on observe que ceux qui sont les plus actifs physiquement sont ceux qui ont les niveaux de vigueur les plus élevés et les niveaux de burn-out les plus faibles. Quand on regarde dans la même journée, ceux qui ont eu les niveaux d'activité physique les plus élevés sont ceux qui ont les niveaux de burn-out et de vigueur les plus faibles à la fin de la journée. Et ça marche aussi pour un individu. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a des jours où il s'engage dans des activités physiques un peu plus élevées, il passe plus de temps à faire des activités physiques régulières dans sa journée, et ben, il va avoir un niveau de burn-out et un niveau de vigueur plus faible à la fin de la journée.
Ça marche aussi très bien sur le week-end. Ça, j'y reviens pas parce que je vais vous le présenter après. Et quand on regarde sur plusieurs jours, c'est un petit peu la même chose. Et on a même des études qui ont poussé sur le long terme. Elles ont regardé sur plusieurs mois et elles ont montré que entre un premier temps de questionnaire et 2 mois après, on regarde comment évolue le niveau d'activité physique des gens et on observe par exemple que certaines personnes ont augmenté leur niveau d'activité physique. Et bien entre le 2 et le 4e mois, on va observer une diminution du niveau d'épuisement professionnel et une augmentation de l'engagement au travail, de la vigueur dans les mois qui suivent. Et il y a même des collègues suédois qui se sont intéressés à ça sur plusieurs années, sur 3 ans, et ils ont montré que les gens qui augmentaient dans la première année leur niveau d'activité physique moyenne sur l'année, alors ils avaient des niveaux de bien-être professionnel beaucoup plus élevés sur l'année qui suivait. Finalement, ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder les études qui proposent des programmes d'activité physique, c'est-à-dire des programmes où on va venir dans les entreprises, on va proposer à une centaine d'employés de s'engager dans 1, 2, 3 séances par semaine avec de l'activité physique aérobie, donc de la course, de la marche, des exercices de souplesse, de force, de relaxation, et qui vont avoir finalement une fréquence de 2 fois par semaine et qui vont durer, on va dire, environ 45 minutes. Et donc, du coup, ce que montre une première étude de la Nazensky, vous l'avez en photo, et de ses collaborateurs, c'est que lorsqu'on propose des programmes d'activité physique en moyenne de 12 semaines avec des séances de 1 heure par semaine et à 2 séances par semaine, alors on arrive à faire diminuer de manière significative le niveau d'épuisement professionnel. Donc, on arrive à faire une petite dose, une petite piqûre d'activité physique sur le lieu de travail et on a ces effets-là. C'est des travaux qu'on a conduits dans les travaux doctoraux que j'ai menés et on observe exactement la même chose. Il y a une autre étude de M. Marcus Gerber qui est ici en photo en 2013 qui est allée un peu plus loin et elle s'est intéressée à 12 employés qui avaient des niveaux cliniques de burn-out. Donc tout à l'heure, je vous disais que plus les ressources intrinsèques des individus elles diminuent dans le temps, plus le burn-out il augmente. Et donc là, quand on parle de niveau clinique de burn-out, c'est lorsque les individus ont un épuisement quasi total des ressources énergétiques, physiques, émotionnelles et cognitives qu'ils ont, avec une récupération qui est complètement incomplète et qui n'est pas possible. Mais ces personnes-là étaient encore au travail, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas craqué. Elles étaient encore en train, elles n'étaient pas encore en arrêt de travail ou elles n'avaient pas encore craqué. Et donc, lui, il s'est intéressé à leur proposer de l'activité physique 3 fois par semaine avec une intensité qui a été individualisée, c'est-à-dire adaptée aux capacités et aux possibilités de chacun. Et il a fait ça pendant 12 semaines dans une salle de sport à proximité du travail pour que ce soit plus pratique. Et globalement, les conclusions de son étude, c'est que l'augmentation de l'exercice physique chez des personnes qui sont en situation d'épuisement, eh ben, elles vont réduire l'épuisement professionnel. Donc l'activité physique, lorsqu'on en propose à des personnes qui sont épuisées, c'est assez contre-intuitif, mais finalement, ça va les aider à régénérer leurs ressources. Il a eu une taille d'effet, donc là c'est un indicateur un peu statistique, mais une taille d'effet extrêmement puissante pour cet effet-là. Maintenant, si on essaye de s'intéresser un petit peu à pourquoi et comment ça marche. Là, je vous ai montré un petit peu un effet magique et nous, les scientifiques, on déteste ça. On déteste, c'est sympa hein, de se dire tiens, quand j'augmente ça, ça diminue, mais fatalement, on se pose la question pourquoi? Et on aimerait comprendre pourquoi. Et c'est exactement ce qu'a fait Sonnentag, donc c'est la personne que je vous ai présentée tout à l'heure. Elle a continué ses recherches et elle s'est beaucoup intéressée à ce qu'on appelle la récupération et à plutôt que s'intéresser à qu'est-ce que font les gens en dehors du travail pour récupérer, elle s'est plutôt intéressée à comment vivent les gens, ce qu'ils font en dehors du travail pour récupérer. Elle ne s'est pas intéressée au type d'activité que faisaient les gens, activité physique, activité sociale, activité créative, de peinture, musique, etc., ménagère, etc. Elle s'est intéressée à comment ils vivent ces activités-là. Et c'est ce qu'elle a appelé les expériences de récupération. Ça va être des processus psychologiques qui vont être à l'origine de ça. Et puis, il y a un chercheur qui a repris un petit peu ces mécanismes-là, qui s'appelle Monsieur Newman, et qui a créé un modèle qui a complété un petit peu celui de Madame Sonnentag, qui allait un petit peu plus loin, et il l'a appelé le modèle DRAMA, ce qui peut vous permettre de le retenir un peu plus facilement. Et dans ce modèle DRAMA, finalement, il a identifié plusieurs expériences de récupération qu'on peut vivre tout en même temps, ou que certaines, ou un petit panachage de plusieurs. C'est ce qu'il appelle le modèle détachement, relaxation, autonomie, maîtrise, signification et affiliation. Je vais les développer un petit peu toutes pour que ce soit plus clair. Le D, il renvoie au détachement psychologique.
finalement, c'est lorsqu'on va s'engager dans une tâche en dehors du travail, en dehors d'un temps de travail, puisque ça marche très bien sur une pause entre midi et deux, hein, c'est finalement quand on va avoir l'impression de prendre de la distance par rapport à son travail. Les Anglais ils utilisent le terme de switch off the work, éteindre le travail. Et je trouve que c'est assez parlant, puisque finalement, on va ne plus penser au travail. On a aussi la relaxation. Ce n'est pas forcément la relaxation au sens sophrologie, au sens méditation, mais ça renvoie plutôt à la définition de la récupération de Madame Sonenta, qui est finalement une faible activation du système nerveux sympathique. C'est le système nerveux qui va nous permettre de nous activer et qui va permettre une détente à la fois physique et à la fois psychologique. Par exemple, là, en train de se faire ce webinaire, je ne suis pas en état de relaxation. Je suis assez activé. Je bouge beaucoup, je parle beaucoup, mon cerveau il est à fond, mon cœur il pompe à fond le sang pour l'envoyer au cerveau et que tout fonctionne bien et que je bégaye pas trop lorsque je parle. Et puis peut-être que lorsque je vais finir ce webinaire, je vais sortir et je vais faire un grand et je vais aller promener mon chien. Et bien là, mon niveau d'activation, il va être beaucoup plus bas. Et bien ça, finalement, c'est une expérience de relaxation. Je peux le vivre en allant promener mon chien, je peux le vivre en me mettant une petite musique que j'aime bien, je peux le vivre en lisant un bouquin, je peux le vivre en ayant une discussion avec quelqu'un en bas de chez moi ou mes collègues de foot, puisque je vais y aller après, etc., etc. On a le sentiment de contrôle qui renvoie à l'autonomie. C'est aussi la possibilité que l'individu va avoir de choisir qu'est-ce qu'il fait, quand il le fait, avec qui, pendant combien de temps, où, à quelle intensité, etc., etc. Il va récupérer du contrôle et il va se sentir à l'origine de ce qu'il fait. Il a le choix, il a la possibilité de. Parce que souvent, dans le processus d'épuisement des ressources au travail, on a peu de contrôle. Parce que si on avait du contrôle, justement, on freinerait, on appuierait sur le frein. On a aussi la signification. Il semble que lorsque les activités dans lesquelles s'engagent les individus pour récupérer, elles ont du sens pour eux ou qu'elles leur permettent d'accueillir quelque chose de précieux dans la vie, alors ça a un effet plus important. Je vous donne un exemple, je suis éducateur de foot aussi en parallèle et j'enchaîne mes journées d'enseignant-chercheur qui sont bien chargées et puis après je vais sur un terrain de foot pour enseigner le football à des enfants. Finalement, je vais continuer à faire à peu près la même chose. Mais par contre, cet engagement bénévole et éducatif, pour moi, ça me permet de transmettre des valeurs, transmettre des principes, transmettre des notions de respect à des enfants. Et c'est quelque chose qui a beaucoup de signification pour moi, qui a du sens pour moi, puisque c'est une grande partie de mon éducation qui a été faite par ces valeurs-là, parce que moi, j'y ai été confronté quand je faisais du football. Donc, par exemple, c'est ça. Moi, par exemple, la course à pied, j'aime bien. Aller dans la nature, courir avec mon chien, ça a beaucoup de sens, de signification pour moi. D'être dans la nature, c'est important pour moi. Mon petit frère, quand je lui propose d'aller courir au bord du Rhône, pas très loin de chez moi, ça ne lui parle absolument pas. Le fait de devoir partir et courir, si ce n'est pas pour courir après un ballon, s'il n'y a pas un petit jeu, quelque chose, ça n'a pas de sens pour lui. La maîtrise, c'est finalement lorsqu'on va pouvoir avoir des moments qui vont nous permettre de vivre des expériences qui vont être stimulantes, qui vont nous permettre d'apprendre, de développer des compétences, etc. Et d'avoir le sentiment qu'on maîtrise, on améliore nos compétences, ou finalement on fait de mieux en mieux les choses, etc. etc. Donc là, ce n'est pas forcément toujours le plus, mais c'est peut-être aussi renforcer des compétences. Et enfin, on a les interactions sociales, le A pour affiliation. C'est lorsque pendant les activités qu'on va faire, on va finalement créer des liens avec les autres personnes qui vont former le groupe ou la communauté. Des fois, on peut faire une activité physique seule, mais on peut rencontrer des gens et se sentir à l'aise dans une communauté. Par exemple, je fais du vélo de route, je peux vous assurer que le dimanche matin, quand je pars le matin, je croise plein de cyclistes, je ne les connais pas, mais quand je leur dis bonjour, ils me répondent bonjour. Et puis si jamais je crève au bord de la route, ils vont automatiquement s'arrêter. Et on va pouvoir engager une discussion. Si je croise ces mêmes personnes dans le centre-ville de Valence, sur la grande place de Valence, il y a très peu de chances que ces personnes, si je leur fasse coucou, ils me répondent en me disant coucou. Ils vont se dire, mais pourquoi il me dit bonjour lui? Voilà. Donc finalement, il y a certaines activités, donc c'est valable pour d'autres activités, hein, la musique, etc., peu importe, où finalement ça va être porteur d'interaction sociale. Et dans le laboratoire où je suis, on développe aussi quelques ressources et donc du coup j'y ajoute un petit quelque chose à ce drama. Je vais y ajouter un petit drama au carré. Pourquoi? Parce que dans ce modèle drama, selon nous, au laboratoire Sens où je travaille, il nous manque finalement la notion de plaisir. Parce que finalement, ce qui va aussi être important, c'est les émotions, les affects qu'on va vivre lorsqu'on est en train de faire quelque chose, une activité, etc. Et finalement, c'est ce qu'on va appeler l'effet débordement affectif. Si je vais entre midi et deux pratiquer, alors moi dans mon cas c'est une sorte de cardio fitness que je pratique avec des copains à côté de chez moi, et bien finalement dans cette séance-là, je vais avoir du plaisir parce qu'on va rigoler, parce qu'on va discuter, parce que je vais prendre du plaisir dans ce que je fais, dans la tâche que je fais, parce que je vais arriver à faire certaines choses, ça va déclencher des émotions positives chez moi, etc.
Et il y a des études qui ont montré, notamment une étude qui a été mise en évidence en Australie par Madame Thorgalsen Doumanis, qui a montré que lorsque les employés s'engageaient dans des tâches entre midi et 2 qui leur procuraient des affects positifs, eh ben, il y avait un effet de débordement et ça débordait sur le contexte professionnel par la suite. Donc du coup, nous, dans le laboratoire où je suis à Grenoble, on a pas mal de travaux qui concernent sur l'activité physique à des vocations de plaisir. Donc, c'est-à-dire se défouler, s'amuser entre amis et faire une activité physique qui va nous sembler attrayante. Ce que je dis souvent aux gens, c'est si vous n'aimez pas courir, allez pas courir. C'est pas faire de l'activité pour faire de l'activité. Si vous préférez aller faire du squash ou du paddle, mon petit frère, il adore faire du paddle. Moi, je suis pas un grand fan. Et ben, je vais pas lui dire viens courir avec moi, va pas faire du paddle, c'est mieux de courir. Non. Finalement, s'il prend du plaisir lorsqu'il va faire du paddle avec ses copains et qu'il vit ses différentes expériences de récupération, alors c'est tout aussi bénéfique que lorsque moi je vais courir au bord du Rhône avec mon chien et que je vis aussi des expériences de plaisir, etc., etc. Donc finalement, le mot-clé, c'est de dire, c'est pas tant la quantité d'activité physique qui est importante pour expliquer pourquoi l'activité physique nous permet de mieux récupérer, c'est plutôt comment est-ce qu'on la vit et est-ce que ça nous permet de vivre certains mécanismes psychologiques. Je fais une petite parenthèse, il existe aussi des mécanismes biophysiologiques, c'est-à-dire des hormones, des sollicitations neurobiologiques, neurophysiologiques, etc., des neurotransmetteurs, etc. C'est des travaux dans la littérature qui existent. Moi, c'est pas mon domaine de prédilection, je les connais un petit peu, mais comme je ne juge pas être un expert, je ne vous l'ai pas présenté ici, mais je veux que vous sachiez que ça existe, qu'on a notamment les fameuses endorphines, on a le sentiment de sérotonine, etc., etc. Et puis aussi le fait d'augmenter la température corporelle. Donc finalement, vous avez ce modèle de drama au carré que vous pouvez retenir. Voilà, le D pour détachement, le R pour relaxation, le A pour autonomie, le M pour maîtrise, le M pour meaning, signification, affiliation et affect positif. Donc là, je vous donne quelques petits exemples de verbatim que les gens pourraient avoir. Et pour être sûr que vous avez bien compris, je vais vous proposer d'essayer de redéfinir, de retrouver un petit peu certaines des expériences de récupération dont je viens vous parler. Donc, si vous reprenez votre téléphone, vous allez avoir une image et vous allez pouvoir associer au 1, par exemple, la relaxation, la maîtrise, pour vous essayer un petit peu pour vérifier que vous avez bien compris finalement ce à quoi fait référence un petit peu ces différentes expériences de récupération. Et puis ensuite, on pourra conclure cette partie du webinaire et je pourrai répondre à vos questions. Donc sur votre téléphone, vous cliquez sur le numéro et vous pouvez ajouter le mot qui selon vous est bon. Alors vous pouvez taper des bouts de mots plutôt que taper détachement psychologique, vous pouvez taper détachement. Normalement, le logiciel va comprendre. S'il y a des fautes sur les accents, et c'est pas de problème, il s'en sort aussi très bien. Donc pendant que vous êtes en train de répondre à ce petit sondage, un petit peu pour faire une synthèse et récapituler un petit peu tout ce que je viens de vous raconter et remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Parce que finalement, là, je suis parti de la gauche vers la droite dans tout ce que je vous ai présenté. Et finalement, dans la réalité, la façon dont ça se passe, c'est plutôt là, de la gauche vers la droite. Donc finalement, en fait, lorsqu'on va s'engager dans une activité physique, si elle est régulière, qu'elle est pratiquée régulièrement, ce qui va nous intéresser dans cette activité physique-là, au-delà de la quantité, de son intensité, etc., de est-ce qu'on transpire beaucoup, est-ce qu'on brûle beaucoup de calories, dans le cadre de améliorer sa récupération professionnelle, c'est plutôt est-ce que cette activité physique, la façon dont on la pratique, quand on la pratique, avec qui on la pratique, etc., est-ce que ça va nous permettre de vivre des expériences de récupération? Donc, dans ces expériences de récupération, vous avez des activités qui vont avoir plus de sens pour vous, qui vont être plus en adéquation avec certaines de vos valeurs, avec certaines de vos centres d'intérêt, etc. Vous avez des activités qui vont vous permettre de détacher plus facilement du travail, de couper du travail. Vous avez des activités dans lesquelles vous allez plus facilement pouvoir développer des compétences, apprendre des choses, et puis des activités qui vont vous permettre dans l'instant, ou peut-être juste après, de vous relâcher un petit peu. Entre midi et 2, quand je vais pratiquer un peu de cardio training avec des copains, aussi bizarre que cela puisse paraître, eh ben, je me sens moins activé que lorsque je suis en train de faire cours à mes étudiants. Et puis aussi lorsqu'on a de l'autonomie, c'est-à-dire lorsqu'on va pouvoir décider quand faire, avec qui le faire, comment le faire, pendant combien de temps, à quelle intensité, etc. C'est encore plus sympa lorsqu'on va avoir des interactions avec d'autres personnes, lorsque ces interactions vont être positives, bien sûr, et lorsqu'on va vivre des affects positifs.
Si on vit ces expériences de récupération-là, on augmente la possibilité de récupérer et de régénérer nos 3 ressources énergétiques, cognitives, émotionnelles et physiques, ce qui va se traduire par du coup une augmentation de l'engagement professionnel, ce qu'on appelle la vigueur, et de diminuer, de casser le processus du burn-out professionnel. Conclure par une petite chose, puisque c'est un petit peu des travaux dans lesquels je vais m'engager. Une des questions qu'on est en train d'essayer de développer et que certains collègues qui s'appellent notamment Guillaume Chevance et Paquito Bernard essayent de développer, c'est finalement se questionner en comment est-ce qu'on peut coupler ces questions de recherche-là que je viens vous présenter avec la perspective du changement climatique et de la transition climatique. Et finalement, une des possibilités, c'est de s'engager dans une écomobilité pour récupérer au travail. Donc là, avec un collègue, Guillaume Coudeville, dont je vous ai présenté l'image au tout début de la présentation, on a fait un papier où on s'est questionné finalement sur les intérêts des transports plus actifs pour lutter contre la sédentarité et quels effets bénéfiques ils pourraient avoir pour le bien-être dans le cadre professionnel. Donc c'est un article dans lequel on a proposé, on a développé, il est en français, vous pouvez arriver à le récupérer après une fois sur la base de la présentation et vous verrez que sur la diapositive de fin, vous avez accès à un drive où j'ai mis tous les articles scientifiques dont je vous ai parlé aujourd'hui. La majorité sont en anglais, mais certains sont en français. Et donc, du coup, un des projets de recherche auxquels on est en train de réfléchir, c'est de se dire, finalement, est-ce que aider les gens à prendre des transports plus actifs, donc on pense souvent au vélo, mais la trottinette, ça fonctionne aussi, si elle n'est pas électrique, marcher pour utiliser les transports en commun, ça fonctionne aussi, pour pouvoir voir si finalement ce temps de déplacement, lorsqu'on le rend plus actif, est-ce que ça permet aux gens de mieux récupérer, est-ce que c'est une opportunité supplémentaire de récupérer ces ressources pour mieux récupérer professionnellement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai un petit peu dépassé de 8 minutes. Je m'étais fixé jusqu'à 50. Mais voilà, et puis je suis disponible pour répondre à toutes vos questions, qu'elles soient dans le chat ou autre. Merci beaucoup Clément, c'était passionnant. Nous avions 36 participants. A priori, il n'y a pas de questions posées dans le chat. C'est que c'était très clair. En tout cas, j'ai trouvé ça passionnant. Là, j'ai juste envie d'aller faire du sport maintenant. En tout cas, de l'activité physique. C'était très convaincant. Il y a quelqu'un qui a levé la main, c'est possible? Ah oui. Alors, sur les participants. Alors, je ne vois pas sur les participants qui a levé la main. Peut-être mettre un... La main s'est baissée, peut-être. En tout cas, par rapport à ce que tu dis, Corinne, le plus important quand tu vas vouloir aller pratiquer de l'activité physique, c'est que finalement, tu te dises, OK, pendant ce temps d'activité physique que je vais pouvoir faire, comment est-ce que je peux vivre une, deux, trois ou plusieurs expériences de récupération? Ce n'est pas une obligation de les vivre toutes les 7 en même temps. Ce n'est pas une obligation. Voilà, il peut y avoir des préférences personnelles. Moi, par exemple, je suis très sensible à la notion de maîtrise. Mais mon engagement sportif de loisir, j'aime apprendre des choses. Voilà. Par exemple, dans le cadre du foot, lorsque je vais à l'entraînement, je ne suis pas quelqu'un qui prend beaucoup d'émotions positives, qui fait preuve de beaucoup, qui extériorise beaucoup de plaisir, etc., qui est plus le cas de mon petit frère avec qui je joue. Mais par contre, moi, je prends énormément de plaisir lorsqu'on est sur un exercice et que je fais bien le geste et que je m'applique bien et que je réussis. Ça a un effet très, très important chez moi. Et puis, la signification. Voilà. Et puis, il y en a d'autres pour qui ça va être finalement, ils vont se dire, peu importe l'intensité que je fais, etc., si je vais passer du temps avec mes collègues, c'est bien parce que je vais avoir des interactions positives. Pour les personnes qui n'aiment pas l'activité physique. Alors du coup, tout ce que je vous... L'avantage, en fait, avant, je précisais plus ces différentes activités possibles en dehors du travail pour récupérer, parce que la littérature, elle est fournie là-dessus aussi. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce que les gens retenaient, c'était les expériences de récupération. Et en fait, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est finalement, peu importe ce que vous faites en dehors du travail, tant que ça permet de vivre ces expériences de récupération-là. Voilà. Je vous donne un exemple. J'étais au téléphone avec ma maman hier et ma grand-mère est rentrée en EHPAD il n'y a pas très longtemps. Et ma maman m'a dit qu'elle était allée après le travail
passé du temps avec ma grand-mère et qu'elles avaient fait un jeu et qu'elle avait pris beaucoup de plaisir et qu'elle avait l'impression que ça lui avait fait du bien après le travail, qu'elle se sentait mieux après ce temps qu'elle avait passé avec ma grand-mère. Donc en fait, elle a joué à un jeu de société avec ma grand-mère. Donc ce n'est pas une activité physique régulière au sens du terme, mais par contre, c'est une activité un peu de loisir, un peu créative, etc. Et en plus de ça, doublée d'une interaction sociale. Donc du coup, c'est tout à fait possible. J'ai des copains qui s'engagent à fond dans la musique. Par exemple, ils reviennent à la maison et puis ils se mettent à gratter sur leur guitare et ils peuvent gratter toute la soirée. Et ben en fait, s'ils vivent des expériences de récupération, s'ils pensent plus au boulot, s'ils progressent, s'ils prennent du plaisir, c'est tout aussi bénéfique. J'ai dans mon entourage assez proche, et si elle écoute ce replay, elle se reconnaîtra, une personne qui prend beaucoup de plaisir à effectuer les tâches ménagères. Elle éprouve un grand plaisir lorsque c'est propre, lorsque c'est bien, etc. Et ça lui permet de se détacher du travail lorsqu'elle est en train de faire ça. On a Anne Leroux qui a une question. Le micro est ouvert si vous voulez poser votre question. Oui, bonjour. En fait, c'était ma question pour les personnes qui n'aiment pas l'activité physique. Du coup, c'est possible de proposer d'autres types d'activités. Voilà, ou alors des fois des activités physiques qui en sont pas vraiment. Par exemple, je sais qu'il y a des entreprises qui mettent en place des petites sessions d'escape game une fois par semaine entre midi et deux. Et en fait, cet escape game, ce jeu, il va nous amener à nous déplacer pour aller flasher des QR codes à différents endroits d'un parc à côté ou différents des endroits des locaux de l'entreprise. Et en fait, sans s'en rendre compte, les gens vont s'engager et être actifs physiquement, mais ils vont pas forcément s'en rendre compte. Voilà. Il y a même des gens qui essayent d'adapter ça en fonction de certaines personnes qui ont des incapacités physiques ou des incapacités locomotrices. C'est aussi possible d'adapter de cette façon-là. Donc, ce qui permet souvent d'engager, ça me permettra peut-être de faire un peu le lien avec la question de Valérie dans le chat, qui est comment motiver les salariés. C'est aussi beaucoup par le jeu, par ce qu'on appelle, nous, les chercheurs, on utilise le mot de gamification. C'est quelque chose qu'on investit beaucoup dans la littérature. Est-ce que la gamification, est-ce que rendre ludique, amusante sous la forme d'un jeu, l'activité physique, aide les gens à plus s'y engager? Et puis, on observe un petit peu que dans ce processus de gamification, ce qui est important, c'est d'observer une certaine régularité où on va finalement, au début, plus avoir l'activité physique qui va être secondaire, elle va être en second plan et c'est plus un jeu. L'escape game en est un bon exemple. Et puis, petit à petit, en fait, les gens vont, sans s'en rendre compte, faire de plus en plus d'activité physique. Et physiologiquement, comme on est fait pour bouger à la base, en fait, plus on bouge, plus on a envie de bouger. Donc, je pense que ça répond un peu à votre question, Anne, et puis peut-être un peu à l'autre qu'il y avait aussi. Donc, on va recevoir le document et on peut aussi scanner le QR code, hein, c'est ça, pour avoir le… Oui, vous pouvez scanner le QR code, vous allez avoir le document. Vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn ou par mail si vous voulez. Il y a mon mail en début si jamais vous avez des questions, etc. Ça m'arrive des fois d'avoir des interactions avec les gens après, etc. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est beaucoup ce qui se fait dans la littérature scientifique. Ce que je voulais essayer d'amener aujourd'hui, c'était une clarification sur, quand on parle de bien-être professionnel, de quoi on parle, que l'effet de l'activité physique, il n'est pas forcément magique et que finalement, si on cherche à mettre en place de l'activité physique pour améliorer le bien-être et la qualité de vie de ses collaborateurs, c'est pas juste mettre beaucoup de poids de muscu et mettre des vélos à disposition dans un open space et faire en sorte qu'ils aillent pratiquer très fort. C'est pas juste ça. C'est finalement faire en sorte de leur donner la possibilité, l'opportunité de vivre des expériences de récupération pour récupérer. Donc, on peut se positionner, c'est un petit peu le message que je donne souvent en fin de conférence, sous deux angles. C'est que, comme vous l'avez compris, dans le processus de récupération, c'est un processus qui renvoie beaucoup à ce que l'employé, le travailleur, va faire pendant son temps hors travail. Donc, il y a une certaine responsabilisation de la personne en se disant, finalement, qu'est-ce que je fais en dehors de mon travail pour m'assurer que je récupère bien, etc., etc. Mais on a aussi derrière peut-être un rôle à jouer de la part des employeurs en disant, comment est-ce que je peux, à la hauteur de ce que me permet mon entreprise ou les conditions ou l'environnement dans lequel je suis, aider, favoriser l'engagement de mes collaborateurs dans une activité physique qui leur permette de vivre ces expériences-là ou dans d'autres activités qui leur permettent de vivre ces expériences-là pour favoriser leur récupération.
À l'université, par exemple, nous, de plus en plus, ça commence à se répandre dans les services. Il y a une certaine latitude qui est donnée entre les agents pour qu'ils puissent s'arranger d'un jour sur l'autre entre eux, pour que, par exemple, le lundi et le mardi, un agent puisse partir un peu plus longtemps sur le temps de midi et deux, quitter son poste pour pouvoir aller pratiquer une séance d'activité physique un peu plus longue, et que le mardi et jeudi, ce soit un autre collaborateur qui reste pendant que, voilà, il y a un petit peu un équilibre. Et ça, c'est une souplesse qui est donnée au niveau des services pour que, ben voilà, des fois, c'est bête, mais ça permet un peu plus ça. Maintenant c'est un peu une obligation quand on est sur de la nouvelle création de bâtiments, mais des sanitaires, de quoi pouvoir se doucher, se changer, etc. Et puis pour ceux qui veulent s'engager dans une écomobilité, ça correspond un petit peu à des considérations environnementales qui sont un peu en ce moment, c'est offrir la possibilité d'un endroit pour se changer ou alors juste pour pouvoir poser son vélo ou son mode de déplacement en sécurité. J'avais juste une petite question pour les personnes sédentaires, par exemple, qui passent beaucoup de temps derrière leur écran ou en réunion. Le fait d'être debout en réunion, c'est assez peu fréquent. Est-ce que c'est plutôt propice à la concentration? Est-ce que c'est compatible avec les échanges? Oui, complètement. Je ne connais pas d'études scientifiques qui a montré à ce jour que être debout ou quoi que ce soit, ça ferait diminuer les capacités de concentration, d'interaction, etc. Au contraire, j'ai plutôt des études. Donc, il y a quelques études qui se sont intéressées à soit ce qu'on appelle les bureaux assis debout, mais là, les effets sont un peu nuancés parce que les études ne sont pas assez qualitatives. Par contre, il y a un peu plus d'effets et de résultats dans la littérature sur ce qu'on appelle les pauses actives, ou ce qu'on pourrait plutôt qualifier les micro-pauses actives, qui sont de dire, bah là, par exemple, je suis assis, bah, au bout d'un certain temps, je vais me lever, je vais m'étirer un petit peu, je vais marcher, je vais bouger, etc. Ça fonctionne très, très bien. Et puis, ben, moi, à titre personnel, quand je fais des cours à mes étudiants en master un peu sur cette thématique-là et qui comprennent ça, et ben, du coup, après, de fait, des fois, j'ai des étudiants en amphi qui se lèvent et qui se mettent debout et qui restent debout comme ça et qui bougent un petit peu. Et en fait, bah, ça me fait sourire, ça les fait sourire, mais finalement, c'est quelque chose qui est tout à fait OK. Nous, on fait beaucoup des réunions où on est dans une salle avec finalement des tables de réunion qui sont plus hautes, un petit peu comme des manches debout, avec un système de visioconférence sur le côté. Et du coup, ça permet en fait d'être debout, de s'asseoir sur des tabourets si on le souhaite, de s'étirer un petit peu. Et puis après, si il y a la question de personnes qui peuvent être derrière leur poste de travail et qu'elles doivent rester derrière un ordinateur, mais qui a besoin un petit peu de ça, il y a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle Major Mouvement. Oui. Du coup, et qui donne beaucoup d'exercices, de petits tips qu'on peut faire derrière son bureau. Moi, je me suis mis des petites, alors c'est pas une routine, mais des fois j'y pense, je me sens un peu rouillé, et ben finalement je vais faire certains des exercices qu'il donne, et il donne une dizaine d'exercices qu'on peut faire derrière son poste de travail sans qu'on passe pour un uluberlu à faire des pompes en plein milieu de l'open space. Donc ça c'est pas mal. Mais Il a voilà. écrit des livres, hein, d'ailleurs. C'est un kiné de formation, hein, c'est ça? Oui, Il a oui. plusieurs ouvrages pour faire la promotion de l'activité physique, justement. Ouais, le mouvement. Mais c'est un petit peu, voilà, si on sort, si je remets ma casquette STAPS, c'est vraiment le mouvement. C'est essayer d'être le plus actif possible. Et par rapport à la sédentarité, par rapport à ce que tu pointais, Corinne, la sédentarité, c'est le fait d'être dans une position assise ou couchée qui va induire une dépense énergétique aussi faible que le repos, entre guillemets. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de casser la sédentarité. C'est pas de se forcer à être debout derrière un bureau debout toute la journée, se fracasser le dos, avoir mal aux jambes, etc. Ce qui est intéressant, c'est d'alterner les phases où on est dans une dépense un peu plus élevée et des phases où on se repose. Par exemple, moi, je sais que lorsque je réponds à des mails, tout ça et tout, je peux être derrière un bureau debout. Par contre, lorsque je suis dans des tâches où je fais des statistiques, etc., c'est plus compliqué pour moi. J'ai besoin d'être assis, ou quand je réfléchis, quand je dessine, etc. Merci. Il y a Valérie qui nous demande s'il y a des pistes pour avoir des budgets. Alors là, comme ça, une des pistes que je peux vous donner, c'est que les avantages alors, au niveau entreprise, tout ce qu'une entreprise elle pourra mettre en place comme prestations, services, achat de matériel qui serait voué à proposer plus d'activités physiques, depuis une loi qui a été proposée il y a il y a 3 ans, je crois, c'est exonéré de charges sociales. Donc, c'est-à-dire qu'on ne paye plus de charges sociales là-dessus.
Donc ça, c'est assez intéressant. Après, je laisserai Corinne compléter si elle veut compléter. Je pense aussi qu'il y a des guichets qui peuvent être facilement mobilisables. Si vous avez aussi des mutuelles au niveau des entreprises, voilà, je sais que nous, on discute avec certaines mutuelles ou certains groupements de mutuelles qui sont à même de, des fois, lorsqu'on leur dit, ben voilà, on aimerait mettre en place une action, etc. Est-ce que vous seriez OK pour nous financer du matériel, pour financer un intervenant qui vient, etc. Et ben là, dans ce cas-là, les mutuelles, souvent, elles sont OK parce qu'elles savent en fait que ça va diminuer les risques d'absentéisme, ça va diminuer les risques d'arrêt maladie, d'accident du travail, etc. Quand il y a des CSE dans les entreprises, c'est vrai que ça leur arrive aussi je dirais qu'il y a une partie de leur budget qui peut être aussi là pour accompagner en fait les salariés dans des activités sportives, donc culturelles ou sportives. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi des aides pour les entreprises qui mettent en place alors, des infrastructures dans leurs établissements, mais ça cible quand même plutôt les grosses entreprises. Plus globalement, quand on est dans les parcs d'entreprises, c'est plutôt arriver à se mutualiser entre entreprises pour solliciter des infrastructures ou des professionnels pour mettre en place des choses à des coûts, on va dire, abordables. Mais on l'a vu, enfin, le mouvement, c'est pas une question de coût ou de moyens, hein, c'est plus des démarches, et je pense que ça a été bien expliqué par Clément. Hein. C'est pas forcément une question de moyens, et je pense que c'est ça qui est important aussi à retenir. Et puis, comment dire, initier une dynamique va entretenir la dynamique. Si vous commencez à mettre en place, je vous donne l'exemple de l'escape game parce que ça m'avait frappé d'intelligence quand on m'en avait parlé. Et c'était une employée qui avait organisé ça pour ses collègues, un escape game actif. Et finalement, en fait, elle l'a répété plusieurs fois et les gens ont adoré. Puis en plus, elle était dans une démarche. Elle, en dehors du travail, en créant les escape games, elle favorisait sa récupération professionnelle. C'était assez bien pensé. Et en fait, à force de proposer ça, ben, petit à petit, à force de voir qu'il y avait des effets bénéfiques, que ça améliorait aussi les relations dans l'entreprise, que ça améliorait la cohésion, etc. et tout, et ben, c'est le dirigeant de l'entreprise qui a dit à cette personne-là, ben, écoute, si tu veux, je te propose de dédier une partie de ta fiche de poste à ça. Et puis la personne, elle a dit, bah ok, mais elle a dit, mais en contrepartie, ça m'intéresserait aussi qu'on aille un peu plus loin et qu'on fasse venir un intervenant extérieur. Et du coup, il y a un budget qui a été dédié en conseil d'administration pour pouvoir répondre à cette demande-là. Et par rapport à ce que disait Corinne, il y a aussi les clubs d'entreprise. Souvent, lorsqu'on est dans des pôles d'attractivité ou des pôles d'entreprise, il y a des sortes d'associations qui se mettent en place, des clubs d'entreprise, etc. Sur la région valentinoise, il y en a 3 et je suis allé faire des conférences, un petit peu la même genre de conférences que ce que j'ai fait là dans ces pôles-là. Et en fait, ce qui arrive, c'est que finalement, derrière, ils arrivent à s'auto-saisir ensemble pour dire, ben, on est dans une zone géographique qui est assez proche et du coup, on pourrait proposer de alimenter une prestation pour un intervenant extérieur qui viendrait proposer un peu de yoga, un petit peu de renforcement, un petit peu de ci, un petit peu de ça, mais que ce soit tous les employés de notre entreprise qui puissent se déplacer, et ce qui en plus permettait à des entreprises de faire du lien entre elles, alors qu'elles étaient les bâtiments à côté et qu'elles ne se connaissaient pas. Ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un dans l'entreprise, dans l'organisation, qui va plutôt être le référent sport santé, et qui, à ce moment-là, va pouvoir lister les infrastructures à proximité, éventuellement proposer des pauses actives en expliquant en quoi ça consiste et communiquer ça aux autres collaborateurs et être un peu animateur de ça. Ça peut être voilà, sur les mobilités, on l'a vu, et sur tous ces sujets, avoir une personne qui est plutôt souvent passionnée sur le sujet. Hein. Nous, c'est une personne qui a fait STAPS, hein, et donc forcément, ça lui parle. Mais peut-être identifier quelqu'un qui sera plus porteur de la démarche dans l'organisation et qui prendra beaucoup de satisfaction à proposer des choses au sein de l'organisation. Et au début, par retour d'expérience, il ne faut pas vous formaliser du fait qu'il y ait peu de monde. S'il y a 3 personnes qui viennent et que ces 3 personnes-là sont contentes, qu'elles ont pris du plaisir, etc., et que semaine après semaine, elles continuent à y prendre du plaisir, etc., ça fera effet boule de neige. Parce qu'elles vont en parler entre-temps, les gens vont les voir revenir d'une pause active, ils vont dire mais tu as l'air super content, qu'est-ce qui se passe, etc. Ah bah ça m'a fait du bien, c'est super, etc. Ça va faire cet effet de boule de neige.
moi, je ne crois pas à la contrainte. C'est plutôt finalement lorsqu'on va avoir cet effet boule de neige et le bouche à oreille, et puis surtout le fait que quoi que vous proposiez, cherchez pas à proposer une usine à gaz, proposez dans un premier temps des choses simples où les gens vont aimer, prendre du plaisir, vont pouvoir couper un petit peu du travail, vont pouvoir avoir des interactions entre eux, etc. Nous, je sais quand on avait mis ça en place dans une étude scientifique, on avait dit à partir de, on faisait de la marche nordique dans un parc à proximité de l'université pour des personnes en situation de burn-out, et on leur avait dit, voilà, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, mais pas boulot. Voilà. Et elles avaient laissé. Moi, le groupe que j'animais, c'était 8 femmes. Et ces 8 femmes-là, elles pouvaient parler de tout et pas boulot. Et en plus de ça, on se donnait des petits gages quand quelqu'un parlait du travail, etc., tout ça et tout. Et c'était assez sympa de voir que finalement, une fois qu'on arrête de parler de boulot, et ben en fait, les relations sociales, elles sont beaucoup plus faciles. Et en fait, voilà, il y a peu de sujets clivants, et encore plus quand on est dans des cadres où il y a un intervenant qui vient prendre en charge la séance, donc on est un peu guidé, ou quand on fait l'effort de sortir du petit quartier de bâtiment et qu'on va juste sous 2-3 arbres dans un parc, etc. Voilà, souvent, ça amène des interactions qui sont super positives et ça met un petit peu un effet boule de neige. Et j'ai envie de dire que c'est presque maintenant, là, le meilleur moment pour essayer de mettre en place quelque chose. Parce qu'on arrive au début des beaux jours. Les gens ont été enfermés, il a fait froid, ils ont envie de sortir. Voilà, aujourd'hui, j'ai passé une journée dedans et il faisait beau. J'avais juste envie de dire, voilà. La semaine dernière, j'ai proposé à mes étudiants de faire cours dehors parce qu'il faisait un temps magnifique et on a fait cours dehors. Et c'est bête, mais voilà. Donc, si vous mettez en place ce genre de choses-là un petit peu maintenant, là, sur le mois d'avril, etc., ça peut vraiment être intéressant et ça peut lancer une dynamique qui sera assez robuste, qui aura bien tenu, qui pourra éprouver la période de congé, de vacances où tout le monde part un peu. Elle sera un peu plus facilement remise en selle en septembre et puis peut-être qu'elle pourra perdurer pendant l'hiver. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les participants et merci vraiment à Clément Ginoux pour cette présentation. C'était passionnant, c'est confirmé par les participants. Et en tout cas, ça nous donne plein de pistes pour nous améliorer sur cette thématique-là. Donc, merci beaucoup.